Nous allons poursuivre, enchaîner donc avec la présentation des résultats de cette étude de cas qui sera, cette présentation sera clôturée par un mot de Coparco qui va nous entretenir sur les outils de financement et sur les activités de Coparco au Burkina Faso et dans la sous-région. Je vais repartager mon écran. Voilà, pour ce qui est de l'étude, je voudrais souligner avant de présenter ces résultats qu'il s'agit moins aujourd'hui de valider l'étude, mais comme Françoise le disait, c'est de nous aider à approfondir, à mieux étoffer les résultats qui vous seront présentés, mais aussi à y voir une logique des trois sujets qui ont émergé et qui seront débattus en travaux de groupe, en échange de groupe. Alors, comme on l'a vu tantôt, aujourd'hui, le secteur privé est considéré comme un acteur capable de transformer les agricultures du Sud afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et dans cette optique-là, bien sûr, des interrogations ont émergé. Sous quelle forme accompagner ce secteur privé-là? Avec quels outils? Quel type d'acteurs prioriser? Quels leviers actionner? Ce qui a amené cette étude de cas au Burkina Faso qui a visé à contextualiser ce que recouvre le secteur privé, parce que pour répondre à ces interrogations, il est mieux de comprendre le contexte dans lequel on veut agir, d'où l'étude de cas sur le Burkina Faso. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler certaines données socio-économiques du Burkina Faso. Nous savons que 80% de la population active du Burkina travaille dans le secteur agricole. C'est aussi, le Burkina, c'est aussi une population relativement jeune avec une moyenne d'âge de 17,5 et un peu plus d'un tiers des terres sont dégradées au Burkina Faso. Cette étude a été menée par ma collègue Marie Hure, à qui je fais un clin d'œil aujourd'hui, qui, en 2020, je pense, du coup, il y a quand même des données qui ont évolué dont le pourcentage de population déplacée aujourd'hui. À l'époque, nous avions 5% de la population qui était déplacée. Aujourd'hui, nous avons 9% de la population. Et nous voyons aussi en 2022, nous observons une chute du taux de croissance qui est passé de 6% en 2020 à 2,5% en 2022, ce qui témoigne de la dégradation donc de la situation sécuritaire et économique du pays. Si nous considérons le secteur privé de façon générale, on voit que le tissu économique montre une large majorité de micro-entreprises individuelles et informelles. Micro-entreprises du point de vue de la taille et du point de vue du chiffre d'affaires, individuelles du point de vue de la situation, du statut juridique et informelles donc du point de vue de la déclaration officielle de l'entreprise, des entreprises. L'étude a aussi montré une forte concentration de ces entreprises dans les grandes capitales, dans les deux principales villes du Burkina, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et aussi que le commerce et le service occupent la majorité des entreprises au Burkina Faso, ce qui témoigne d'un tissu industriel plutôt embryonnaire. Alors, quand nous apportons un regard un peu plus spécifique au secteur de l'agroalimentaire, l'étude a observé qu'il y a très peu d'entreprises, très peu de PME qui s'impliquent sur le maillon de la production. Le système est plutôt doté de petites exploitations agricoles avec une faible productivité et une faible intégration aux chaînes de valeur. Le Burkina Faso, c'est aussi un réseau historique depuis les programmes d'ajustement structurel. C'est un réseau historique
d'organisation de producteurs qui est important, cependant morcelé. Alors, sous l'impulsion du traité de Luanda, on a pu constater aussi que de nombreux groupements ou organisations paysannes tendent à se formaliser en sociétés coopératives, donc sont considérés aujourd'hui comme des entreprises, des opérateurs privés à part entière. Pour ce qui est des produits du maillon production, on constate que 2/3 des superficies cultivées occupées par les céréales, maïs, notamment le maïs, le mil et le sorgho, qui constituent les principales cultures vivrières. L'étude a aussi, je ne dirais pas révélé, mais confirmé que le coton et le sésame sont les principales cultures de rente, suivies aujourd'hui de l'arachide, du soja, du karité et de l'anacarde. On voit une émergence de la filière agricole, surtout au niveau des périphéries urbaines, contrairement à une régression de l'élevage classique éleveur-pasteur. Lorsque nous regardons le maillon de transformation, on note qu'il y a des PME qui se démarquent, surtout dans le domaine de la transformation pour ce qui est des filières mangue, noix de cajou et moi j'ajouterais même maïs. Cependant, ces PME peinent à s'approvisionner en matières premières auprès des producteurs burkinabés. On voit aussi que beaucoup de ces matières premières, la plupart est exportée brute sans transformation locale. Et on voit aussi qu'au niveau du tissu de l'industrie agroalimentaire, on a pu dénoter un faible niveau de structuration malgré l'existence des interprofessions. Alors, dans sa deuxième partie, l'étude a fait un état des lieux du dispositif d'appui aux opérateurs privés impliqués dans le secteur agroalimentaire. Et cet état des lieux a permis de classer ce dispositif d'appui en 3 grandes familles: structuration, l'appui à la structuration des entreprises, les projets de développement du secteur privé et les outils de facilitation de ces investissements. Nous avons pu en faire une cartographie interactive que je vais vous présenter là. Alors, est-ce que vous voyez cette cartographie? Vous voyez mon écran? Oui. OK, super. Alors, comme je vous le disais, nous avons pu en faire une cartographie interactive. Nous allons partager le lien avec vous. Nous sommes conscients que cet état des lieux, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, il y aura la possibilité de nous faire un retour pour d'éventuelles mises à jour ou ajouts. Comme je vous le disais tantôt, nous avons les structures d'appui et sur cette cartographie interactive, quand je prends par exemple la maison de l'entreprise, il suffira de cliquer dessus, on a accès au site de la maison de l'entreprise, aux principales activités de cette structure-là. Quand nous prenons Apex, c'est la même chose, on a accès directement au site et aux principales activités de cette structure. Donc, nous allons partager cette cartographie avec vous qui montre les cibles des acteurs de la production à la commercialisation. Nous avons essayé de les placer sur ce repère-là et qui des cibles aussi du point de vue de la taille des entreprises. Je reviens à ma diapositive. On va dire un mot sur ces structures d'appui. On a pu remarquer que pour ce qui est des structures d'appui comme la maison de l'entreprise,
ou bien les centres de ressources en entrepreneuriat, les incubateurs, il y a un ciblage qui est orienté sur les PME, spécifiquement sur les PME de la transformation. Nous n'avons pas, l'étude n'a pas montré que le ciblage était tout aussi important sur d'autres maillons de la chaîne de valeur. Donc, on a aussi pu dénoter que des besoins étaient multiples, surtout des besoins en renforcement de capacité au niveau de ces structures d'appui, et que ces structures étaient quand même géographiquement très concentrées au niveau des grandes villes, donc une accessibilité réduite pour les entreprises qui se trouvent en milieu rural. L'étude a aussi montré qu'il y avait peu de prise en compte du lien aux producteurs, du lien entre les entreprises et les producteurs pour ce qui est des structures d'appui aux entreprises. Pour les projets de développement du secteur privé dans lequel nous pouvons citer le PACT ou le PADLB, VAFA, nous avons pu, dans le cadre de cette étude, voir que ces projets mettaient l'accent sur la promotion des relations d'affaires entre entreprises et producteurs et que ces projets-là mettaient en place des dispositifs innovants pour faciliter l'accès au financement des entreprises qui, nous le savons, aujourd'hui au Burkina Faso, le secteur de la transformation de l'agroalimentaire reste un secteur à risque. Les transitions agroécologiques et l'inclusion sociale sont aussi à l'honneur au niveau de ces projets de développement du secteur privé et un focus est mis particulièrement sur les filières ouvrières et les produits locaux. La dernière grande famille de ce dispositif d'appui qui comprend donc les outils de facilitation des investissements privés, on a pu dénoter que les réformes sont toujours récentes et que ces outils de facilitation sont encore très peu opérationnels, en plus d'être moins accessibles dans la pratique pour tous les acteurs du secteur agroalimentaire. On a vu aussi qu'il y a quand même une dynamique pour inciter, attirer les investissements privés, mais qui se montrait encore très timide, surtout les investissements privés à grande échelle. Alors, au regard de ces constats, l'étude a pu noter quelques questions pour voir dans quelle mesure, quel levier actionner pour garantir tout de même l'intégration des agricultures familiales dans le développement des filières agricoles et dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit donc de savoir est-ce qu'il faut conditionner l'appui aux entreprises de la transformation-valorisation à la transformation d'au moins un produit local ou pas? Est-ce qu'il faut promouvoir la structuration du secteur privé, non sur le maillon de la production, mais sur le maillon en amont de la production, tout ce qui est fourniture de biens et services, et tout ce qui est transformation aussi pour le maillon en aval, transformation, commercialisation? Est-ce qu'il faut faciliter les partenariats entre OP et entreprises de la transformation-valorisation? Est-ce qu'il faut cibler aujourd'hui les filières vivrières à potentiel de création de valeur ajoutée locale ou les filières à potentiel de commercialisation qui visent plutôt un marché extérieur? Est-ce qu'il faut coupler aussi les dispositifs d'appui aux entreprises à des dispositifs de soutien à la production? Est-ce qu'il faut cibler en priorité les investisseurs nationaux? Tous ces sujets-là sont voués à être mis en débat. Et dans ce sens, nous avons opté d'explorer une trajectoire. On ne dit pas aujourd'hui que c'est la meilleure, mais nous souhaitons juste explorer cette trajectoire-là et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer les choses pour un partenariat gagnant-gagnant ou que ce soit gagnant aussi bien pour les entreprises que pour les agriculteurs familiaux. Aujourd'hui, cette trajectoire pour nous, c'est comment on connecte mieux connecter les entreprises de l'agroalimentaire burkinabé aux agriculteurs familiaux. Nous pensons cette trajectoire aujourd'hui comme un levier pour renforcer l'inclusion des agricultures familiales dans le développement des filières agricoles et la sécurité alimentaire.
Alors, mieux connecter, pour nous, c'est quoi? C'est voir comment améliorer l'agriculture contractuelle qui est déjà mise en œuvre au Burkina Faso. C'est voir, imaginer quels biens et services et comment les biens et services fournis par les entreprises ou les coopératives pourraient être un levier pour renforcer l'inclusion des agriculteurs familiaux dans le développement des filières agricoles et par là même... Nous sommes parvenus à identifier qui a... Pardon? Vas-y, continue, c'est un micro ouvert. C'est par là, et par là même, du coup, améliorer les conditions de vie de ces agriculteurs familiaux. Malheureusement, aujourd'hui, la situation sécuritaire nous oblige aussi à penser comment poursuivre l'appui à la structuration du secteur privé agroalimentaire, dans l'agroalimentaire, dans le contexte d'instabilité sociopolitique aujourd'hui, au regard des défis sécuritaires. Comment on continue à appuyer ce secteur-là qui reste un secteur à risque? Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant en laissant la parole à Michael Tapsoba, s'il est là, pour nous entretenir sur les outils de Proparco avant de poursuivre. Michael, avant de te laisser commencer, est-ce que vous pourriez ouvrir les caméras pour qu'on fasse une petite prise de vue avant de poursuivre, s'il vous plaît? Tout le monde est là? Eric, on est tout bon. Marie-Jo, je vais en faire aussi. C'est tout bon, Eric? Super. Michael Tapsoba, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. En quelques mots déjà présenter qu'est-ce que Proparco. Je pense que beaucoup sur cette table connaissent déjà Proparco, qui est la filiale secteur privé du groupe AFD. On bénéficie du soutien de l'AFD, par là aussi du ministère de la Culture et des fonds de l'État français. Et notre objectif principal, c'est de pouvoir accompagner le secteur privé pour le développement. On a investi beaucoup dans l'inclusion financière, dans les thématiques vertes, le solaire, l'énergie solaire et tout cela, et également dans l'agriculture. Souvent difficilement parce que on a un modèle d'intervention qui est assez élevé, avec des tickets d'entrée qui sont assez élevés. Le minimum d'investissement qu'on puisse faire, c'est habituellement 5 millions d'euros dans nos géographies. Et ce qui est très important pour les entreprises de la zone. Et nous intervenons sous forme de capital et sous forme de dette également. Concrètement, justement, c'est parce que ce type d'intervention, nous nous sommes rendus compte avec AFC que c'était difficile de pouvoir vraiment toucher un secteur aussi important que la culture. Voilà pourquoi depuis quelques années avec AFC, on a entamé un mouvement d'ensemble qui est de pouvoir changer notre approche, arriver à toucher les petits tickets. Et l'idée était de pouvoir avoir une démarche de structuration de filière. Voilà pourquoi il y a quelques années de cela, il y a de cela 2-3 ans, nous avons fait une revue de secteur agricole au Burkina
expressement surtout les secteurs qui n'étaient pas accompagnés. Donc, nous n'avons pas vu le coton, nous n'avons pas vu le sésame, qui mériterait même d'être accompagnés, mais nous sommes focalisés sur le maïs, sur d'autres filières comme la mangue et ainsi de suite. Et il était question de prendre un projet pilote afin de pouvoir démontrer quelque chose. Comment, depuis la base, depuis les producteurs, organiser au mieux une filière afin de pouvoir résoudre justement le problème de productivité, le problème de qualité et assurer les débouchés. Parce que nous croyons aussi à l'agriculture familiale qui est, en fait, qui s'impose déjà à nous, nos économies, parce que c'est la base, qui peut-être n'est pas la seule option, mais qui est une option à garder certainement pour la dimension sécurité alimentaire et qui peut être renforcée. Donc concrètement, on passe par un opérateur qui s'appelle Merci Corps. Il nous a fait une étude conséquente sur le domaine du maïs comme projet pilote afin d'identifier les enjeux. Et actuellement, nous venons de signer une convention avec Merci Corps pour un projet pilote de 2 millions d'euros, dont l'objectif est de pouvoir en fait amorcer des solutions en fait à différents niveaux pour la structuration de la filière maïs. C'est un projet pilote et s'il est concluant, il nous permettra de pouvoir abonder encore mieux. Et l'objectif, c'est de pouvoir relier ces entreprises agricoles-là au monde financier, aux banques et aux institutions de microfinance par lesquelles nous passons beaucoup. Nous avons des outils de financement direct, des lignes fléchées. Nous aidons ces institutions afin qu'elles puissent mettre en place des desks agricoles, donc mieux s'organiser. Parce que le constat est que si on se rend bien compte, les entreprises agricoles ont du mal à se faire financer. Ça, c'est connu de tous. Mais concrètement, pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a la visibilité sur le secteur. Il y a également les questions de compétences pour l'analyse des dossiers d'agriculture. Et au-delà de ça, il y a en fait l'expertise à développer, tout simplement. Donc, nous accompagnons dans ce sens. Nous avons des exemples. Nous avons avec Cofina, le groupe Cofina que nous avons accompagné dans les différents pays afin qu'ils puissent mettre en place quelque chose de périn. Et aujourd'hui, ils arrivent facilement à financer des différentes filières agricoles. Nous avons également, au-delà de ça, des lignes de garantie qui permettent de couvrir à 50% les risques qui sont pris par des banques et des institutions de microfinance. Et ça nous permet carrément de toucher des petits tickets, des dossiers de 10 000 euros et voire moins lorsque nous sommes au niveau des institutions de microfinance. Avec Farm, nous sommes en train de déployer plus de financement. Et on a notamment une quote-part de 40 millions d'euros pour notre zone qui permettra de pouvoir financer le secteur agroalimentaire, d'une part à travers des tickets directs assez importants lorsque nous avons identifié des structures qui peuvent absorber, mais d'autre part à travers les garanties. Donc, concrètement, il n'y a pas de nouveaux produits, mais il y a plus de souplesse, on dira cela, et plus de volonté en fait à aller vers la démarche de structuration de filière qui est une solution que même AFC aussi a mise en œuvre parce que nous aurons du mal à faire facilement directement des tickets de 500 000 euros, des tickets de même 1 million d'euros, mais nous avons la capacité de mener des programmes de développement de filières à travers des opérateurs spécialisés et à travers les institutions de microfinance pour pouvoir toucher ces industries. Voici un peu ce que je peux dire. C'est un peu des idées résumées, mais je suis sûr qu'on pourra échanger en long et en large. Voilà. Merci.
Merci, Monsieur Tapsoba.